On est toujours live. Hein. Bonjour. Bienvenue à tous. Bonjour. Salut. N'hésitez pas, comme d'habitude, au niveau du son ou de l'image, à nous faire des petits commentaires. Encore un peu à droite, voilà exactement. C'est exactement ça. Merci. Là, normalement, on est bon. Vous allez bien? Ça va bien. Cool. En fait, je vais avancer parce que sinon, on ne voit pas que ça fait je propose qu'on fasse un petit tour de table pour nous présenter. Johnny, je te commence. Bonjour Vas-y. tout le monde, je suis Johnny, je suis chef de projet chez Yes We Dev. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chez Yes We Dev. On est arrivé à peu près en même temps avec Mathieu qui occupait ce live la semaine dernière. Et on partage les locaux maintenant avec Charline, Jérémy et Charles donc, sur la partie chefferie de projet. Charles, encore que tu es un peu éloigné. Je suis éloigné? Non, de la chefferie de projet. Ah oui, Tu commences c'est à vrai. t'en éloigner de plus en plus. Mais on n'est pas très loin, ça va. Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Qui es-tu? Du coup, moi qui je suis alternante. Pareil, en poste du coup chef de projet. Et ça fait 3 mois maintenant que j'ai intégré l'équipe. Donc voilà, ravie. Youpi. Du coup, Charles, président d'Yes We Dev, j'accompagne mes collègues donc sur le côté technique surtout, un peu moins chef de projet, même si je fais toujours partie de votre petit groupe. Ok, aujourd'hui nous allons parler de Codev. Codev, Charline, qu'est-ce que c'est que le Codev? Qu'est-ce que c'est que le Codev? Alors le Codev, déjà c'est en fait co-développement. Co-développement professionnel, on entend, parce qu'on est plutôt dans un cadre professionnel. Le Codev, alors du coup c'est une méthode de résolution de problèmes en groupe. Okay. En groupe et donc du coup basé sur l'intelligence collective du groupe. Voilà. Donc ça vise à faire le partage d'expériences, de problématiques qui ont été, qui sont concrètes du coup. Voilà. Et ensuite, quand on participe à des séances de Codev, on en ressort avec des capacités d'action et de réflexion plus importantes, plus élargies, parce que du coup, on aura eu l'expérience, en tout cas le retour d'expérience de problèmes concrets d'autres personnes, et on y aura réfléchi. Okay. Donc voilà. C'est une réflexion de groupe autour de chaque problématique. Voilà, c'est ça. Donc du coup, si après on est à même de retomber sur le même genre de projet, on pourra se souvenir que, ah oui, tiens, telle personne avait proposé, a eu ce problème-là, etc. Donc le but de ces séances de Codev, de cette méthode, c'est en fait d'aborder une problématique du quotidien professionnel. Et du coup, dans le but de soit résoudre des problèmes, soit partager des préoccupations, ou alors même clarifier un projet. Peut-être quelque chose qui est trop flou pour nous, on l'expose et grâce à l'intelligence collective, du coup, on va réussir à clarifier les choses. Comment Voilà. ça se met en place du coup? Comment est-ce que la problématique est proposée? Comment est-ce qu'on structure un peu la réponse? Alors ouais, c'est structuré. Il y a aussi au départ un espèce de contrat moral en fait passé avec tous les participants pour que du coup chacun s'engage vraiment à partager ses idées avec le groupe et puis à vraiment s'impliquer pour vouloir aider la personne qui va problématique. Dans le Codev, cette personne-là, elle est appelée le client. Voilà. Et puis la séance de Codev, c'est appelé la consultation. C'est Okay. un peu des termes du Codev qui sont assez encadrés. Du coup, après, ça se passe, ça se déroule, je dirais, en plusieurs phases. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a différents rôles en fait dans une séance de Codev. On arrive tous, on est tous participants, et en fait il y a un de ces participants qui va donner sa problématique ce jour-là. Ça c'est le client, voilà justement. Donc là on a le client. Ensuite on va avoir une personne qui va animer, je dirais plus faciliter, parce que du coup elle n'est pas là pour donner des directives, elle est surtout là pour essayer de garder un rythme d'échange suffisamment intense, je dirais, pour que personne ne s'endorme, et pour veiller aussi à ce que tout le monde ait un temps de parole et s'exprime. Voilà, donc elle participe pas réellement, elle apportera pas de réponse ni son expertise, elle va faire en sorte que l'expertise vienne du groupe et s'assurer que c'est vraiment le cas.
Ça ressemble un peu au Scrum Master, quoi. Oui, quelque part, ça peut... Ouais. En fait, c'est un rôle de facilitateur. C'est un facilitateur. Voilà, c'est tout vraiment facilitateur, tu fais pas partie du... C'est ça. Tu es un peu en retrait, mais tu fais attention à ce que tout le monde prenne la parole, que voilà, chacun puisse s'exprimer et se sente en confiance, en fait. Et qu'on s'éloigne pas, en plus de ça, de la problématique exposée Surtout. Et donc des réponses à cette problématique. Et donc, du coup, on a ces deux rôles-là donc uniques, et tout le reste des participants sont appelés les consultants. En fait, voilà, c'est eux qui vont réfléchir et puis faire des propositions par rapport à la problématique de la personne, du client. Okay. Donc voilà, ça c'est un peu pour les différents rôles. Maintenant, le déroulement d'une séance de codev, du coup, souvent c'est sur 5 ou 6 phases. Donc la première, le client expose son problème, sa problématique. Donc c'est l'exposé, tout simplement. La phase 2, il va y avoir une phase de clarification. Donc ça veut dire qu'en fait, autant dans la première phase, il n'y a que le client qui parle, et puis les consultants, ils sont vraiment en écoute active. Donc il n'y a pas de questions posées à ce moment-là. La phase de clarification, je dirais que le client, dans un premier temps, il se tait, et c'est les consultants qui posent des questions pour avoir plus d'infos. Le contexte, peut-être affiner le contexte, affiner... je sais pas, peu importe quoi, s'ils veulent plus d'infos. Et auquel cas, là, à ce moment-là, le client prend la parole et donne ces informations-là à tout le reste de l'équipe. S'ensuit une phase 3 qu'on va appeler une phase de contrat ou de demande. En fait, là, du coup, le client, il va vraiment formuler sa demande à tout le reste de l'équipe, à tous les consultants. Il va formuler son problème en disant... donc voilà mon problème, j'ai besoin de... Et donc ça, c'est sa demande. La phase 4, qu'on appelle la phase de consultation, dans le coup, là, le client, maintenant, il va se taire, de nouveau. Et les consultants... C'est terrible pour le client, en fait, il se tait tout le temps. Non, c'est chacun son tour. Et du coup, donc dans cette phase-là, il va plutôt prendre en considération ce que les consultants vont lui suggérer. Donc là, chacun son tour, en fait, les autres participants vont prendre la parole et vont lui suggérer des actions à faire. On parle d'apporter une solution finale ou au moins une bribe de solution. Oui, voilà. Peut-être une voie à suivre ou peut-être que tu pourrais essayer. Ou... C'est vraiment des perches, en fait, qu'on tend comme ça... parce que peut-être que nous-mêmes, on n'a jamais été dans la situation, mais qu'on estime que peut-être on essayerait ça... ou ça. Et donc voilà, on propose toutes ces idées-là. On peut rebondir sur la question de Jérémy. Ah oui. Pour savoir s'il y a des prérequis pour être consultant, du coup. Non. Aucun. Non. Ça peut, en fait, n'importe qui peut se dire un jour, tiens, on se fait un codev. Ça peut être à l'intérieur d'une équipe, même, enfin, là on parle de codev professionnel, donc vraiment au sein d'une équipe comme dans une entreprise. Ça peut être que entre des dirigeants, ça pourrait très bien être entre les développeurs, par exemple, si on prend YesWeDev. Mais pourquoi pas faire ça entre sportifs? J'en sais rien, moi, dans une équipe de sport, s'il y a un souci, ça pourrait très bien être extrapolé comme ça. Donc il n'y a aucun prérequis, du coup. Donc on peut aussi imaginer qu'on soit complètement extérieur au groupe qui a l'habitude de faire ce codev, quoi. Oui, ouais. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Au contraire, il y a certaines personnes, je dirais qu'il y en a qui disent que ça peut commencer à 4, les séances de codev. Il y en a qui préconisent des fois 6-8. Donc je dirais que plus on est et puis mieux c'est, parce que du coup, comme ça fait appel à l'intelligence collective, L'idée de multiplier la réflexion pour créer cette intelligence collective. C'est une émancipation en fait après de penser, quoi, du coup. Donc voilà. Donc pas de prérequis nécessaires. Et donc j'en étais donc à la phase 4 où tout le monde suggère des choses et s'ensuit le choix du client. Donc là, la personne qui est arrivée avec sa problématique, elle va avoir pris des notes et puis elle va choisir 3 actions à mettre en place pour pouvoir solutionner son problème ou sa problématique du jour qui l'a poussé justement ce jour-là à s'exprimer.
Et parfois, s'il reste du temps, selon le temps de ces séances-là, il peut y avoir je dirais un retour d'expérience de clients des fois d'avant et qui disent bah voilà, moi j'étais venue la semaine dernière ou le mois dernier avec ce problème-là, vous m'aviez suggéré, j'ai fait et puis il peut énoncer ce qu'il a fait et donner le résultat de ça. Ouais. Ok, cool. Donc du coup, voilà, je pense que c'est le codev, je trouve que c'est une bonne manière très structurée d'aborder et de partager les problématiques qu'on rencontre en fait au quotidien et d'en trouver des solutions à plusieurs. Ok. Tu parlais de la durée du temps pris pour résoudre un problème et du fait que s'il reste du temps au codev, on parle des retours d'expérience. Mathieu nous demande si le codev a une durée spécifique. Quand on parle d'un codev, je dirais pur et dur, a priori, on part sur des séances de 45 minutes pour une problématique. 45 minutes couvrant l'exposition de la problématique, les précisions, la réflexion collective et le choix des actions à mettre en place. C'est ça. Okay. Ouais. C'est la séance. Et alors après, par contre, je pense que au niveau de la fréquence, c'est un peu quand on en ressent le besoin aussi, quoi. Enfin. Après, c'est une méthode qui est arrivée du Québec, qui avait été créée par Monsieur Payette et Monsieur Champagne en 97. Et du coup, je pense que là-bas... Amy, si tu nous regardes. Amy, si tu nous regardes, c'est pour toi. Et je pense que du coup, là-bas, c'est beaucoup plus commun, en fait, de faire ça. Nous, pas trop encore, je pense, en France, mais... ça va le devenir, à mon avis. Grâce à cette vidéo, dès demain, voilà. des milliers de collègues. C'est ça. Incroyable. On promet la chose. Ok, merci pour cette présentation du codev assez théorique. Maintenant, pourquoi on l'a mis en place chez YesWeDev, comment, et puis est-ce que tu peux nous donner un petit historique des derniers mois de YesWeDev Alors le comment, on va y venir via l'historique au final. Le pourquoi, Charline expliquait en détaillant un petit peu ce qu'était le codev, que l'une des grandes forces du codev, c'est de structurer le discours et les phases de réflexion, d'explication, de questionnement autour de la problématique. C'est cette structure qui permet à l'intelligence collective de se mettre en place. Et il se trouve que quand on regarde un peu dans le rétroviseur de YesWeDev, on se rend vite compte que cette structure, il y a quelques mois, on ne l'avait pas, ou en tout cas pas autant. Et c'est en tâtonnant un petit peu qu'on a pu réussir à mettre en place cette structure autour des réflexions de nos différentes problématiques à chacun, chef de projet chez YesWeDev. Pour savoir comment on l'a mis en place, du coup, il faut revenir quelques mois en arrière. En me présentant, j'ai expliqué que Mathieu et moi étions arrivés il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Quand Mathieu et moi étions arrivés, on était complètement juniors dans le métier tous les deux et on s'est intégré à une équipe qui était déjà composée de toi Charles et de Jérémy. À cette époque-là, tu avais beaucoup plus le rôle de chef de projet dans l'équipe avec l'apport de Mathieu, de moi, de Charline aujourd'hui. Tu peux t'éloigner de ces choses-là et te rapprocher du technique. Mais du coup, vous aviez déjà plusieurs sujets en main, à savoir le planning de production, le planning de l'ensemble de l'équipe et toutes les problématiques autour des projets. Pour régler un peu ce planning, toutes les semaines, vous faisiez en duo des réunions, en tout cas à notre arrivée avec Mathieu, vous faisiez des réunions en duo axées sur le planning. Ces réunions, elles étaient efficaces, vous aviez l'habitude de les faire, sauf qu'elles avaient un problème, c'est qu'elles n'étaient axées que sur le planning. Elles ne nous permettaient pas, à moi et à Mathieu, d'exposer une quelconque problématique autour de nos projets. Et Dieu sait que des problématiques à cette époque-là, il y en avait beaucoup, puisqu'on était juniors dans le métier, donc il faut pouvoir en traiter des problématiques pour évoluer. Et surtout, elle était extrêmement exclusive par rapport à moi et Mathieu, puisque même si le planning touchait à notre travail, à notre organisation, on n'avait pas on s'impliquait pas à ce moment-là dans la résolution du planning en lui-même. On s'est donc vite tous les quatre rendu compte de ça. Et on a fait évoluer un petit peu cette réunion hebdomadaire, puisque au lieu de la faire en duo, on a fini par la faire à 4. On l'a mise en place très vite en mode stand-up meeting,
On a déjà évoqué il y a 2 semaines autour des rituels du projet, les stand-up meetings. Donc, rappel, c'est petite réunion qu'on fait généralement debout pour la raccourcir un maximum, qui permet de parler des points traités dans la journée, d'évoquer les problématiques mais sans rentrer dans leur résolution. Donc on a mis en place cette réunion qu'on appelait le stand-up planning parce qu'on a beaucoup d'imagination. On parlait pendant ces réunions donc principalement du planning. On s'est vite rendu compte que c'était en partie une perte de temps parce qu'on n'avait pas, en tant que chef de projet et toi en tant que directeur technique, il n'y avait pas de plus-value à ce qu'on se stoppe tous ensemble pour s'axer sur le planning uniquement. C'est un sujet qui au quotidien évolue beaucoup, dont on parle beaucoup pendant nos projets. Et on s'est rendu compte que, à contrario, on commençait à aborder certaines problématiques projets ou qui tenaient à l'équipe, ou qui tenaient à la technique, ou qui tenaient à notre organisation en tant que chef de projet. Seulement à ce moment-là, on n'avait aucune structure pour régler ces problématiques et pour les exposer efficacement. On a donc voulu faire évoluer cette réunion de stand-up planning, mais les événements ont un peu changé la donne, puisque au moment où on a voulu un peu se transformer, la transformation s'est imposée puisqu'on a dû tous commencer à bosser à la maison. La situation sanitaire nous poussant un petit peu à ça, on a changé nos habitudes et forcément ça a remis en perspective un petit peu quelques priorités. On a donc au final réitéré l'expérience de la réunion du stand-up planning, même si à la maison on se lève un peu moins. Ça dépend des habitudes, mais on a donc réitéré l'expérience, mais en mode dégradé, c'est-à-dire en visio ou sur des chats vocaux, des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que, en plus de nous montrer qu'on avait raison, la manière de faire ces réunions n'était pas la plus efficace, ça a souligné encore plus ses défauts. On passait encore plus de temps à parler du planning alors que c'était un sujet qui avançait beaucoup quotidiennement, et on passait moins de temps à résoudre les problématiques parce que pas assez préparé et parce que souvent arrivé au moment où on pouvait discuter des problématiques, on avait déjà, si j'ose dire, consommé trop de temps par rapport à cette réunion. Et du coup, les problématiques, est-ce que vous les abordiez à un autre moment, ou du coup elles passaient à l'as et vous les abordiez pas? J'ai envie de dire, ça a pu être au petit bonheur la chance parfois. Souvent on les abordait, au moins on les verbalisait en équipe, mais leur résolution était parfois très compliquée et souvent elle se faisait en duo. Il nous est arrivé, alors j'expliquais que Charles, toi tu t'éloignais un peu de la chefferie de projet avec notre rapport à Mathieu et moi. Il nous arrivait très souvent à Mathieu comme à moi de prendre des petits moments avec Jérémy, qui lui avait souvent l'historique de nos projets, puisqu'on a commencé par reprendre des projets à Jérémy avant de démarrer des projets par nous-mêmes. On avait souvent besoin de comboter avec Jérémy pour régler les problèmes, mais à contrario de ce que tu disais tout à l'heure sur le codev, ça ne profitait pas à tous, ça profitait uniquement aux problèmes ponctuels et aux chefs de projet qu'il avait. Et il était souvent assez compliqué de mettre en place même un mini-rex autour de cette problématique pour pouvoir transmettre tout ça. Donc c'était un petit peu complexe de ratisser toutes les problématiques qu'on avait. Charles, je sais pas si tu avais un... Non, mais c'est vrai que faut remettre dans le contexte aussi où vous étiez entre guillemets 2 juniors à arriver, on avait plein de projets dans tous les sens, on a fait toute une migration en même temps, quoi. Donc c'est vrai que, comme tu dis, en fait, il n'y avait pas de moment attribué à la résolution de problèmes, parce que des problèmes, on en avait tous les jours, tout le temps, sur tous les projets. Donc c'est vrai que, en fait, c'était juste, comme tu disais au début, pas structuré, quoi. Rien. Et voilà, petit à petit, encore une fois, baby step, on s'est amélioré là-dessus, quoi. C'est ça. L'étape qui est venue ensuite, c'est Jérémy qui nous a donné une impulsion pour la mettre en place. Plus qu'une impulsion, il nous a carrément fait un tuto, donc on ne pouvait pas faire mieux, je pense, pour se lancer. Non, il n'y avait pas le choix. Ah oui, c'est ça. Ça a été tout à fait structuré là pour le coup. Comme d'habitude chez YesWeDev, on a très bien préparé les choses. Du coup, la veille à 19h, on a eu un message nous donnant l'ordre du jour de la réunion du lendemain à 10h. C'est un peu déstabilisant au début ce mode de changement, mais au final ça a ses bons côtés parce qu'on n'a pas trop le choix. On se jette un peu dans le vide sans savoir et ça fait du bien parce que je pense que la première nouvelle réunion qu'on a faite a été très longue, mais elle nous a permis au moins de voir les bons et les mauvais côtés de tout ça. On y reviendra un petit peu plus tard
Ouais, très long. sur Je pense ses côtés. qu'on est passé de 1 demi-heure à 1h15, je crois. Ouais, quoi. Un truc comme ça, quoi. On était à un Ouais. peu plus d'une demi-heure sur les dernières réunions en visio, parce que pour le coup on Ouais. s'étendait un petit peu, Oui, c'est vrai. mais effectivement je pense qu'entre la dernière On a au moins réunion doublé, visio en mode stand-up planning et la première réunion de triage, je puisque crois que on l'appelle c'était comme ça, on a dû faire du simple au double, voire un peu plus. Voire Ouais, plus, voire un peu ouais, plus, il me semble. Du coup, Jérémy nous a proposé ce principe de réunion de triage, ce qu'on a mis en place dès le lendemain de sa proposition. La réunion de triage, elle s'inspire pas mal du codev. Je vais la détailler un petit peu et on va voir vite les parallèles. Dans cette réunion de triage, on a 4 grandes étapes. La première étape, c'est le mood du jour. Donc on démarre en faisant un petit peu le tour de l'équipe. Pour savoir dans quel état d'esprit chacun démarre la réunion, dans quel état d'esprit chacun finit sa semaine précédente. C'est souvent l'occasion de rigoler un petit peu. On a encore moins en télétravail, on n'a pas trop l'occasion d'être tous ensemble au même moment à discuter, pas forcément d'un sujet très concret. Donc c'est un petit moment de détente pour commencer la réunion. Ça fait un petit icebreaker, même si on se connaît tous déjà, et c'est assez agréable. T'as une petite note pour le prochain Twitch, ça peut être cool de faire un icebreaker au début. Ça peut être Ouais. effectivement sympa. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Après cette ambiance de la semaine, on va dire pour chacun, on va faire la revue de la checklist de la semaine précédente. Alors pour la première semaine, évidemment, on l'avait pas mise en place, mais ça nous a permis de créer cette checklist. L'idée, c'est pour chacun de donner une liste d'actions qu'il doit faire pour la semaine suivante. Parfois ce sont des actions sur le planning, parfois des actions transverses sur les projets, de la facturation, des choses comme ça. L'idée c'est de savoir quels sont mes gros jalons de la semaine à venir. Ces jalons, on en a certains qui viennent avant la réunion, on prépare en partie cette checklist. On en a beaucoup qui viennent pendant la réunion parce que dans nos échanges et dans nos différentes problématiques, les actions à mettre en place peuvent être ajoutées à cette checklist. Et donc on commence par faire le tour de ce qui a été validé, on va dire, dans la semaine précédente. Une fois qu'on a fait le tour de cette checklist, on la clôture, on en réouvre une pour la semaine suivante. Si certains items n'ont pas été validés, hop, ils glissent sur la semaine suivante. Pour certains, on peut les faire glisser une fois de temps en temps. On fait un petit coucou à notre spécialiste sans évidemment citer son nom. On continue avec un point sur l'état de nos projets. On a un fichier global qu'on partage qui nous permet à tous de voir l'état de nos projets et on va s'arrêter un petit peu plus sur les projets qui ont une deadline très courte par rapport à la réunion pour savoir si la deadline va être respectée, s'il y a besoin de la prolonger, s'il y a besoin d'ajouter un peu plus de force vive, on va dire, sur le projet pour pouvoir la respecter. Et on va s'attarder aussi sur les projets qui sont bloqués. Pourquoi est-ce qu'ils sont bloqués et est-ce qu'il y a une résolution possible, sans forcément que ce soit un point long à discuter comme ça pourrait l'être dans la dernière étape qui s'approche là vraiment du codev que tu as expliqué tout à l'heure, Charlie. Cette dernière étape du coup c'est ce qu'on appelle le point de triage. Le principe du point de triage, chacun va donner les points de tension qu'il a eu dans la semaine. Et par point de tension, on entend la définition la plus simple de la tension, la différence entre la réalité et ce qu'on attendait. Pas forcément d'aspect négatif autour de cette tension, mais simplement une différence d'attente par rapport à la réalité. C'est vrai que en fait, j'avais jamais vu cette définition, mais c'est cool quoi. Tu prends la réalité et c'est ça. Je te renvoie au tuto de Jérémy encore de la veille de notre première réunion qui mentionnait cette petite définition. Et je me rappelle, souvent c'est la réflexion que je me fais quand je pense à mes points de tension en me disant faut pas que je dise ce qui m'a énervé dans la semaine et ce qui me rend tendu, mais ce qui a différé de ce que j'attendais de ma semaine, quoi. Okay. Et donc, en un mot. Ouais, ces différents points de tension, on va souvent les synthétiser en un mot, parfois en 2-3 mots. Mais effectivement, on va essayer de synthétiser au max. L'idée est de faire le tour de de tous les points de tension de l'équipe. Et une fois que le tour est fait, on va apporter à peu près la même résolution que le codev propose à ces différents points de tension, à savoir le client, celui qui a exposé son point de tension, va détailler le point de tension, lui donner un contexte, une bribe d'explication s'il y en a besoin, et formuler sa demande. Nous, on n'a
pas forcément que des demandes de résolution de problèmes. On est une équipe qui se veut très humaine et c'est extrêmement plaisant, et il nous arrive assez souvent d'avoir des points de tension où on ne fait que du partage au final d'idées. Ça nous permet aussi de décharger un petit peu ces choses-là. Si on a trouvé des solutions déjà, ça nous permet de faire un mini-Rex et donc de partager cette résolution de problème avec le reste de l'équipe. Et ensuite, on va s'ouvrir un peu à l'équipe pour obtenir des conseils, obtenir des manières de résoudre notre problème. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de problèmes ? Tout à fait. De tension, ou pour que les gens se rendent compte vraiment de qu'est-ce qu'on résout ici. Tu me prends de court, j'ai pas préparé l'exemple. Ok. Mais ça va. Charlie, tu peux intervenir du coup. Ouais, attends, j'essaie de. On a dernièrement parlé de certains retards sur nos projets, des retards de prod. Oui. Et du coup, ça a donné lieu à... tu vois, je retourne le truc parce que c'est un de tes points de tension. Il est fort. Du coup, ça a donné lieu à un échange sur comment est-ce qu'on peut se sortir d'un retard. Est-ce que c'est un retard simplement parce qu'on n'a pas assez de monde ? Est-ce que c'est un retard parce qu'il y a des blocages techniques et il y a besoin d'autres personnes, d'autres points de vue pour débloquer ces choses-là ? L'idée, c'est vraiment ben voilà, on n'arrive pas à délivrer. Comment est-ce qu'on peut se sortir de ça ? Comment est-ce qu'on peut améliorer la délivrabilité ? Comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça et passer à la vitesse supérieure entre guillemets dans ce thème-là ? Voilà, c'était une attente de solution du coup. C'est ça. Là, il y a eu vraiment une attente de solution. Quelle action on peut mettre en place ? Alors les actions, on va peut-être pas les détailler là, mais il y a évidemment plusieurs sortes d'actions qui peuvent se mettre en place. Tu as pu proposer une partie d'action côté technique. En tant que chef de projet, on peut toujours proposer une organisation différente autour d'une problématique qui pourrait améliorer la délivrabilité. Donc voilà, l'idée est que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice et que l'édifice dans son entièreté soit utilisé comme solution. Là, l'exemple que tu as pris, il est immense, quoi. Est-ce que tu as un exemple qui on se dit ça va arriver toutes les semaines, parce que la livrabilité c'est compliqué, quoi. Ouais, j'en ai un dernièrement. Du coup, c'est bien parce que je vais impliquer tout le monde. J'ai un exemple que j'ai partagé sur un de mes projets. J'avais beaucoup de mal à trouver avec le client. Là, pour le coup, pas le client codev, mais le client projet. J'avais beaucoup de mal à trouver une manière ferme de prendre une décision sur une évolution. On avançait beaucoup sur la réflexion, il y avait beaucoup d'idées qui sortaient, mais on ne s'arrêtait jamais sur une évolution. C'est en partie frustrant, parce que du coup on n'avance jamais concrètement dans le développement, et c'est quand même notre métier de développer à un moment. Mais c'est surtout compliqué parce que ça nécessite de passer beaucoup plus de temps sur la préparation de ces évolutions. Quand j'ai exposé ce problème, Charles, tu m'as proposé de voir un peu les choses différemment et de mettre en place peut-être un atelier avec ce client pour cloisonner un petit peu plus la réflexion et pour arriver à la fin de cet atelier à une vraie décision et pas juste étendre la réflexion encore un peu. Ce type d'atelier, j'ai pas l'habitude de les animer et tu m'as fait un petit rappel, c'est que on a intégré à l'équipe il y a très peu de temps quelqu'un qui a vocation à faciliter les choses, c'est Charline, et du coup mon action à moi c'était d'aller appeler Charline et de lui dire ok Charline, j'ai un souci, voilà quel est mon souci, j'ai besoin de toi pour m'aider, j'ai pas besoin de toi pour décider, j'ai pas besoin que tu reprennes le projet, mais j'ai besoin de ton apport pour avoir un œil extérieur et pour que tu me cadres et que tu cadres le client dans ses réflexions sur les évolutions. Donc d'un problème très concret, on a eu une première idée qui venait de toi et au final c'est là que l'intelligence collective se met vraiment complètement en place. C'est que cette première idée m'a permis d'aller me mettre en quête des compétences de Charline et Charline m'a apporté la résolution à mon problème et y a même participé pour le coup, donc là on est vraiment... on explose l'intelligence, la capacité de l'intelligence collective. On a trouvé un problème, une solution qu'on peut reproduire. Exactement. En plus, ouais. Donc voilà l'idée du point de triage. Ok. Je vais leur donner juste quelques exemples parce que Mathieu les a donnés. Des fois ça arrive que le point de tension c'est 35 heures. Nous on est aux 35 heures. 35 heures c'est pas beaucoup. Donc ça c'est un truc qui revient souvent.
Et puis, il y a Mathieu qui voudrait qu'on parle du fichier bourrin. Ah, oui, On j'allais allait venir y venir. On a justement. Ah bah c'est beau, quelle belle transition, merci Mathieu. Est-ce que moi j'ai pas les dernières questions Non. du chat, je sais pas si Kevin, j'en est-ce que rate tu ou si je les ai ailleurs. faire pomme Windows O, flèche du haut. Ça devrait... Non. Non. Si. Ah, Si. ouais, j'en ai merci, un petit peu. il est fort. On a juste 35 En fait, c'est on voyait pas beaucoup. le bas du chat. Merci donc à Kevin effectivement, qui nous fait la régie aujourd'hui. c'est Et ça, il y a la notre semaine dernière producteur, diffuseur. Le fichier bourrin, donc merci Mathieu de rappeler ce nom de fichier extrêmement bien choisi par l'équipe. Du coup, dernièrement, avec quelques réunions de triage et à nous essayer à profiter de l'intelligence collective pour résoudre nos problématiques, on s'est dit qu'il serait encore une meilleure idée que de documenter ces solutions, d'essayer de nous éloigner un peu des problématiques et de normaliser un peu les choses comme tu viens de le faire. Quel pourrait être l'un des problèmes ? Je suis bloqué avec mon client, j'arrive pas à me décider. On généralise un petit peu sans forcément rentrer dans le détail du projet et on documente la solution qui a été apportée. Là, en l'occurrence, on a ouvert un petit fichier partagé entre les différents chefs de projet. Il a fallu lui trouver un nom. Il est possible qu'on ait sorti quelques idées intelligentes. On s'est finalement arrêté sur le parfait nom de fichier bourrin pour nos solutions, pour les solutions à nos problématiques. Dans lequel, pour l'instant en tout cas, on structure pas trop les choses et on note une problématique et la manière d'y répondre, en donnant un maximum de détails et un maximum d'issues possibles. En l'occurrence, pour ma situation, c'était quand on est un peu bloqué pour prendre des décisions sur un client, l'apport d'une personne extérieure à la discussion en tant que facilitateur ou facilitatrice, et une discussion qui est faite pour se terminer sur une décision, ça peut être une solution. Il est possible que demain on ait la même situation qui se présente et que cette solution ne fonctionne pas, auquel cas on réfléchira à une nouvelle solution et ça nous permettra d'agrémenter un petit peu plus notre fichier bourrin et d'avoir de plus en plus de solutions dans notre Fichier dans lequel on pourra aller piocher si justement le cas de figure se représente. C'est ça. Donc voilà la manière dont nous on a décidé de digérer un peu le codev et de le remettre en place chez YesWeDev. C'est pas exactement le codev dont nous a parlé Charline. On passe pas 45 minutes sur chacune des solutions, c'est ça ? On passe pas 45 minutes sur chacune des solutions. On n'a pas une réunion par problématique ou par client. On s'échange dans cette réunion les problématiques. Mais ça nous correspond à nous, ça a été notre manière empirique de tester un peu le codev. Ça nous a permis d'être plus efficaces. Preuve en est qu'aujourd'hui, on arrive enfin à refaire des réunions d'une demi-heure parfois. Il nous arrive aussi certaines semaines de ne pas avoir de point de tension à évoquer. Et c'est plutôt cool parce que du coup ça veut dire qu'à force d'en évoquer et à force de leur trouver des solutions, on réduit les points de tension et on réduit donc les problématiques autour de tout ça. Donc c'est un petit peu différent du codev, mais on a su s'adapter à notre manière. C'est cool. Ok. Donc là on a dit l'historique, le côté YesWeDev, comment c'est réglé, comment ça marche, la différence avec le codev théorique. Est-ce que ça marche déjà ? Question toute basique. Est-ce que vous êtes content ? Ouais, je pense qu'on peut dire oui, ça marche. Ouais, ça marche. Ça marche bien. Preuve en est, on passe de moins en moins de temps. Ouais. Mais peut-être est-ce qu'on passe moins de temps parce que on dit qu'il n'y a pas de problème. On est, vous voyez le gif là où le gars il est au milieu du feu et tout va bien, okay. tout va bien. Non ? Ou alors vraiment on résout les problèmes. Selon vous, on résout les problèmes ? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ça dépend des périodes, mais je pense qu'il y a le gros de l'histoire, c'est qu'on réduit les problématiques à force d'en traiter parce qu'on arrive à multiplier la solution et à l'adapter à d'autres problèmes. Il est possible de temps en temps qu'on fasse un peu l'autruche et qu'on oublie aussi. Ça peut faire du bien de ne pas dire toutes les semaines qu'on a des problèmes, mais je pense que le gros, c'est que ça a réduit les problématiques. Ouais, puis moi je trouve que ça aide à prendre du recul aussi. Quand on expose son problème, sa problématique, tout de suite, hop, on prend un peu de recul. Okay. Et je pense que ça aide vraiment à... Après, ça aide aussi à voir les choses sous un autre angle quand le reste de l'équipe justement nous amène à voir ça sous un autre angle. Comme on a pris un peu de recul, on a beaucoup plus de facilité à le faire, quoi.
C'est marrant parce que ce que tu dis, prendre du recul, c'est un truc de dev, c'est un peu. C'est en général, nous on essaye de... On a une belle culture de l'écrit et quand il y a un souci, moi j'embête vraiment l'équipe en disant écris-moi ton souci pour que déjà moi je puisse le lire rapidement, qu'il me donne un contexte et tout, qu'on puisse résoudre. Mais en fait, la plupart du temps, c'est le syndrome du canard là, où le fait d'exprimer ton souci, il y a de grandes chances que tu le résolves par toi-même. Déjà, dans un premier temps. Donc il y a peut-être ça. Et c'est marrant de se retrouver en codev et le dev lui-même. Enfin, on a les mêmes problématiques. C'est marrant, ok. Et du coup, alors ça c'est tout ce qui va bien. Et qu'est-ce qui est dur dans cette méthode? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi le cons? Pourquoi ça marche chez nous, par exemple? Pourquoi ça pourrait ne pas marcher ailleurs? Est-ce que vous avez des petites idées de ça? Le pourquoi ça marche chez nous, je pense que c'est parce qu'on a su récupérer ce qui nous plaisait et que c'est aussi l'une des valeurs de Yes We Dev, mais on fait ce qui nous plaît et du coup comme on fait ce qui nous plaît, ça nous motive à le faire et le fait d'avoir récupéré juste ce qui nous plaisait du codev et de pas forcément s'attarder, on est aujourd'hui 5 à participer à cette réunion, le fait de ne pas s'attarder 5 fois 45 minutes dans la semaine pour parler, et encore 45 minutes parfois pour une problématique, le fait de ne pas multiplier ces temps, ça nous permet d'y aller de manière un peu plus légère, d'y aller par, tu parlais de baby step tout à l'heure, y aller par baby step, ça peut se faire aussi, parfois une problématique va trouver une partie de sa solution pendant notre réunion de triage, mais pas l'entière solution. Et la semaine suivante, on aura un peu plus d'infos. Pardon ? La délivrabilité, oui, voilà, c'est ça. C'est juste pas possible en une fois. C'est un sujet trop vaste. Mais du coup, ça nous permet. Encore une fois, tu faisais tout à l'heure le parallèle avec le principe du canard en plastique pour le fait d'exposer son problème. Bah, c'est commencer sa résolution. Je ferais à peu près le même parallèle avec l'univers du dev, c'est j'ai perdu un petit peu mon idée. Le fait d'avancer par petits morceaux, ça va nous faire itérer en fait sur une solution et du coup on va peut-être pas tomber sur le bout de code qu'il fallait placer à ce moment-là, mais peut-être qu'un petit bout de code plus un petit bout de code, on trouvera la bonne fonction à la fin, quoi. Okay. Et ça c'est je pense la clé de ce qui fonctionne chez nous, c'est qu'on a su l'adapter à nos personnalités, à ce qu'on aime dans l'équipe de chef de projet. Ok. Après, je pense que le revers, entre guillemets, de la médaille, ça pourrait aussi avoir affaire à une équipe qui est pas de bonne qualité dans le sens où les gens veulent pas trop s'impliquer. Et là, je pense que du coup, l'efficacité de ce genre de méthode, elle serait beaucoup, beaucoup moins forte, quoi. Parce que si la personne en face elle veut pas s'impliquer ou qu'elle en a rien à faire ou qu'elle est peut-être un peu trop individualiste, du coup là c'est une certaine limite, quoi, je pense de cette méthode, c'est ça. Si l'équipe est pas ouverte à ça, si c'est pas fait dans un contexte de bienveillance, je pense qu'on arrive vite à une limite à la méthode. Ouais, je rebondirai là-dessus en disant aussi que il faut savoir écouter les gens et accepter les critiques. Parce que alors quand on disait quand le client énonce ces choses et après c'est les consultants qui parlent, donc le reste de l'équipe qui parle, a priori on va pas te dire t'es le meilleur du monde, quoi. Forcément, on va te dire il y a moyen de s'améliorer de tel côté, et du coup la personne qui est en face, il faut qu'elle soit prête à accepter les balles et ça va fuser. Je pense qu'il faut savoir se remettre en question, du coup. Donc il y a un côté quand même assez compliqué. Et puis ça emmène encore un autre point qui peut être difficile dans des équipes, c'est savoir parler aux gens en leur disant va voir par là, c'est magnifique, mais sans blesser la personne en lui disant t'es nul parce que t'as pas pensé à aller là. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment ça dans un esprit de bienveillance, parce que sinon c'est clair que ça peut vite tourner au cauchemar après, je pense. Ouais, ça peut être ça peut être destructeur, quoi. Un autre point, je pense à un point négatif qui peut facilement se mettre en place, et ça fera écho à la question de, je crois, Jérémy, Kevin, et j'ai un petit bout d'écran qui est caché pour la question. On voit plus le chat. Mais je crois que c'était Jérémy qui posait la question sur c'est ça, c'est Jérémy. Est-ce que l'ensemble des problématiques amenées à chacun sont évoquées collectivement ou est-ce qu'on les priorise ?
aujourd'hui, on n'a pas encore besoin de les prioriser. Je dis besoin parce que je pense qu'on va vite avoir envie de les prioriser si jamais on augmente la dose de problématiques, on va dire, par réunion. Aujourd'hui, on a beaucoup de... tous les sujets qui sont amenés par chacun des intervenants sont traités dans la réunion. Aujourd'hui, on arrive à supporter tout ça, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas l'équipe que tu dépeignais il y a un instant, et qu'au contraire, on essaye tous de s'entraider et de se... pas de se tirer vers le haut, mais vraiment tous d'y aller en même temps, quoi. Et ça veut dire que demain, si on a un peu plus de problématiques, et vous le remarquez dans l'équipe, il y en a certains qui ont la langue bien pendue, ça peut très vite déborder en termes de temps. Et même si on arrive au jour le jour à réduire ces réunions, il est possible que avec un nombre conséquent de problématiques ou avec des problématiques très complexes, qu'au final on étende ces réunions et qu'on doive prioriser en partie. Donc Jérémy, même si tu le sais bien sûr on évoque les problématiques de tout le monde, puisque tout le monde doit avoir le droit à un petit peu d'aide du groupe, mais il est possible que demain on doive commencer à prioriser les choses. Oui, c'est sûr. Après, il y a aussi la fréquence. Du coup, soit tu augmentes le temps, soit tu augmentes la fréquence. Et puis après, peut-être d'autres groupes, peut-être un truc spécialisé sur le planning, peut-être enfin, tu peux réorganiser la chose pour diminuer les tensions. Il y a Jérémy qui nous demande d'autres exemples de tensions très, très concrètes qu'on a désamorcées avec ça. Comme ça, j'en ai pas beaucoup. À la volée, c'est difficile parce qu'au final on essaye de globaliser un peu les solutions et du coup repartir après dans le détail, c'est compliqué. Dans les tensions, alors ça peut être des tensions, tu disais du planning, ça peut être des tensions, on n'a pas beaucoup parlé, mais d'humain, quoi, la façon de communiquer avec un client. Des fois, en tant que chef de projet, on se sent un peu agressé par un client parce que lui, c'est son bise. Il met toute son énergie, donc des fois il a envie que ça marche, peu importe ce qu'on lui dise, quoi. Et ça c'est pas toujours facile à accepter de notre côté, parce que nous on n'est pas dans sa boîte, quoi. Notre objectif, on travaille pas au quotidien pour sa boîte, même si on a envie d'aller au même but, qui est de que lui il se développe au maximum, quoi. Donc c'est pas toujours facile, et nous on a besoin d'une réponse à A, et lui il nous dit non, faut que le problème ce soit B. Donc c'est souvent cette tension qui revient, je trouve, pas mal. Et donc là, toujours, déjà, le changement de contexte, le fait de poser les choses, les écrire, ça permet déjà à la personne qui amène le souci de s'en rendre compte. Et puis après, en parler, parce qu'on a besoin d'autres solutions, d'autres idées, d'autres impulsions. Par exemple, une tension que Jérémy m'a aidé à résoudre, c'était avec une cliente, j'arrivais pas à lui exprimer qu'on se sentait comme le bout de la chaîne de tout son travail, quoi. Et il m'a dit, tout simplement, quoi, dis-lui comment tu te ressens, que toi t'as besoin de confiance, que la confiance qu'elle se sait chez toi, par comment on concrétise la confiance. Alors nous, par exemple, sur des projets, la confiance, ça veut dire un contrat de maintenance. C'est-à-dire que si le client il met un budget dans son projet pour le maintenir, nous on voit ça comme de la confiance, parce que ça veut dire s'il met de la budget pour le maintenir, pour mettre de la qualité, pour mettre à jour son application, ça veut dire qu'il va vouloir l'emmener loin. Et nous c'est génial, quoi. Dès qu'on a un projet qu'on va loin, c'est tout bon pour nous, parce que on sent que le client va être impliqué et tout. Et donc voilà, il m'a dit dis ça, la confiance chez YesWeDev, c'est des contrats de maintenance, quoi. Après je sais pas si vous avez d'autres exemples de tensions. Je généralise juste un peu l'idée que tu as donnée. C'est vrai que on l'a remarqué dernièrement, mais je m'en rends compte au jour le jour. À chaque fois qu'on aborde un problème qui tend vers l'humain, très souvent, la solution qui fonctionne, c'est simplement faire preuve d'un max de transparence et communiquer. Alors, on fera pas le débat, mais bien sûr que la communication, c'est la clé de tout. Mais souvent, simplement, comme tu l'as dit, quand on dit je me sens pris de telle manière par un client, par un partenaire, par un collègue, par
peu importe. Souvent, quand on expose ce problème, la réponse c'est bah oui, mais dis-lui comme ça et partage ton ressenti et essaye d'être constructif. Et du coup, là c'est plus un pro. On parlait tout à l'heure des pros et cons du codev ou en tout cas de la manière dont on l'a mis en place. Ça c'est un pro, ça nous permet pour ce type de situation de voir que la plupart du temps la résolution c'est la même. Et du coup, on peut s'en inspirer, on peut la décliner, on peut faire ça de plein de manières différentes. C'est ça qui est assez sympa. Oui, c'est souvent que la transparence, elle revient sur le tapis régulièrement, en fait, du coup. Et pour répondre à la question de Jérémy, est-ce qu'on a d'autres exemples concrets de tensions qu'on a désamorcées grâce à ça ? Non, j'ai pas de points... Après, là, on a parlé beaucoup de... Bon, c'est toujours critiquer à fond les clients, mais on a beaucoup de tensions qui sont là, parce que c'est forcément, c'est notre quotidien, on est vachement impliqués, et puis en plus, entre chefs de projet, forcément, une des principales inquiétudes, c'est clients, mais il y a aussi le côté l'équipe derrière, quoi. Donc il peut y avoir des problèmes à l'intérieur de YesWeDev entre relations entre personnes ou petites tensions, des fatigues, des choses où chacun dans sa vie on a forcément des incidents et tout, et ça nous permet des fois de parler de ça justement, l'humain, mais à l'intérieur de YesWeDev, telle personne, j'ai l'impression qu'elle est pas bien ou qu'elle est au niveau techno ou machin, et voilà, on peut résoudre ce genre de problématiques à ce moment-là. Du coup, les solutions, essaye de lui faire que du front pour qu'elle soit plus cool, essaye de switcher deux projets, on échange de dev entre deux projets pour simplifier, ou pour voilà, il y a aussi des problématiques humaines à l'intérieur d'YesWeDev. Planning, organisation, ça peut être juste des choses très techniques. Par exemple, comment faire son répondeur de téléphone. Donc, par exemple, YesWeDev, on n'a jamais parlé de ça, mais j'en ai parlé avec l'autre jour avec Jérémy, puis je comptais en parler demain, jeudi. Non, je serai pas là en plus jeudi, à la prochaine tension, mais c'en est une. Par exemple, comment enregistrer son téléphone, quoi. Et voilà, ça peut être une tension, chacun donne son avis, et puis on peut trouver des solutions. Ça peut être, je sais pas moi, des tensions... je pense qu'on a pas... Si, je me souviens d'une tension que je crois que c'était Mathieu qui nous l'avait partagé, qu'il était un peu sous l'eau à un moment donné, c'était au tout début de nos réunions de triage, qu'il était un peu sous l'eau et puis qu'il voulait essayer de se caler des temps, genre 1 heure ou peut-être même un peu plus sur son planning pour prendre part d'un chiffrage. Et justement, une fois qu'il avait fait part de cette tension-là, parce qu'il savait pas trop si c'était le bon moyen du coup de le faire ou pas, tu lui avais conseillé, je me souviens Charles, d'y aller peut-être plus petit, baby step justement, en disant tu te cales simplement une demi-heure. Moi je donne qu'un seul conseil. Baby step. Tu prends ton truc, tu les coupes. Charles c'est baby step et Jérémy c'est transparence. Ouais, c'est ça. Mathieu a déjà commenté comment découper une montagne de travail intelligemment. C'est globalement ça. C'était ça, ouais. Découper, toujours par baby step. Voilà. Prendre juste un petit temps, regarder de quoi il retourne, et puis à ce moment-là se rendre compte vraiment de combien de temps on aura besoin pour creuser un peu plus justement la tâche qu'on a à faire. Donc ça c'est aussi le genre de problématique qu'on peut partager, quoi. Et qu'il faut, en plus c'est marrant parce que tout le monde connaît cette problématique, tout le monde connaît la solution de c'est toujours la même chose, quoi. T'as un gros truc à faire, comment je le fais ? Faut commencer petit. Ouais, quoi. Mais je pense que du coup, c'est comme on disait tout à l'heure, ça aide à prendre du recul. Exactement. Parce que quand t'as la tête dedans, tu vois pas. Et puis, quand c'est des autres personnes qui eux sont frais dans leur tête, qui ont un contexte complètement différent, ça y est, on parlait d'intelligence collective, vraiment c'est là, quoi. Et intelligence et connaissance collective. Enfin, moi, je trouve ça important aussi de se dire que la connaissance collective, ça veut dire qu'on additionne toutes les connaissances de chacun, et quand justement on donne un problème, le fameux fichier bourrin qui est censé être la connaissance collective, mais c'est aussi la mémoire de chacun d'entre nous, quoi. Ça c'est plutôt cool. En exemple concret, je pense, alors même si ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été une des tensions évoqué par Mathieu pendant nos réunions, mais je pense qu'on l'a tous évoqué à un moment ou à un autre, cette tension. C'est effectivement de temps en temps
on en arrive à être un peu sous l'eau, mais sous l'eau, et on sent que ça s'éternise et que juste s'arrêter, prioriser, redécouper, bah, ça suffit pas et la situation s'entérine un petit peu. Du coup, là, ça va plutôt être un cons de la réunion, mais on a découvert il y a peu de temps, parce que et Mathieu et moi, coup sur coup, on a partagé cette impression d'avoir une grosse charge de travail et de pas réussir à nager au travers. En fait, en parlant, en échangeant, déjà on a compris que c'était pas forcément qu'une question d'organisation, ce qui est souvent la réponse entre guillemets à la charge de travail. C'est si on s'arrête, qu'on s'organise, qu'on structure un petit peu, la charge de travail en vrai elle réduit, elle se structure simplement. Et là on s'est rendu compte que non, c'était pas que une question de ça, c'est que on a la chance d'avoir beaucoup de projets en ce moment, les choses avancent, les projets avancent, ils s'enchaînent, et du coup ça crée une charge de travail conséquente. Ça nous permet aussi, quand on partage cette tension, pas seulement qu'on nous dise simplement voilà, arrête-toi, organise-toi, mais qu'on nous dise, et c'est ce que t'as fait Charles, stop les gars, avant de vous dire que vous vous êtes mal organisé, avant de vous dire que vous vous sentez sous l'eau et qu'il y a ci ou il y a ça, il faut quand même que je partage avec vous que voilà quelle est notre dose d'activité en ce moment. C'est normal que vous vous sentiez sous l'eau, c'est que la vague est là, quoi. Et ça nous permet aussi, c'est une autre manière de prendre du recul, c'est une vision qu'on n'a pas forcément, cette vision globale de l'entreprise, des projets, et ça permet de partager cette vision-là tous ensemble, et de se dire que sans forcément qu'il y ait de résolution, là pour le coup les résolutions s'inscrivent un peu plus dans le temps pour ce genre de problème, mais sans forcément qu'il y ait une résolution ponctuelle, au moins ça nous permet de prendre un petit peu de recul dessus et de nous dire il y a une vague, il faut s'y préparer, il faut essayer de structurer un max pour qu'elle nous fasse pas trop mal cette vague, et puis il faut préparer surtout à comment on en sort de la vague, et c'est ce qu'on fait je pense avec cette organisation sur le problème des 35 heures de Mathieu, ou de se sentir complètement submergé par sa charge de travail. Voilà, ça s'inscrit aussi dans un travail sur la durée. C'est de la baby step en soi, c'est pas de la baby step en action, mais c'est une première réflexion, et c'est important aussi. Cool. Est-ce qu'on lit un petit peu les commentaires? Ouais. Tac. On a répondu à tout. Albanistor qui nous disait tout à l'heure que qu'un projet en co-construction qui nécessitait de la bienveillance et pas de fierté mal placée. C'est tout à fait vrai. En fait, la co-construction, ça nécessite de co-construire, et l'important il est pas d'en construire, il est dans co. C'est pas forcément super évident, mais c'est vrai que de temps en temps ça peut créer un petit peu de fierté mal placée. Il faut savoir prendre un petit peu de recul et se dire, il y a une phrase de Jérémy que j'ai souvent en tête dans ces moments-là, dans les moments où moi je me sens frustré entre guillemets dans un projet, c'est notre rôle à nous et le rôle du client avec qui on co-construit un projet, il doit être le même. Et ce rôle, c'est simplement de protéger le projet en lui-même. On n'est pas là pour protéger la fierté de Johnny qui sent qu'il a bien fait son travail ou mal fait son travail. On n'est pas non plus là pour gérer les états d'âme entre guillemets du client, même si on est des êtres humains, on se prend en compte. Mais l'idée, c'est que tout le monde doit être focalisé sur le bien du projet. Et ça nécessite effectivement d'avoir le bon leitmotiv pour démarrer tout ça. Et ça rejoint très bien ce deuxième commentaire d'Albanistor, la sincérité c'est l'arme absolue, c'est vrai. C'est ça. Ça marche bien. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous pensez à d'autres pro-cons? Est-ce que vous pensez à d'autres choses qu'on pourrait partager avec tout le monde? Est-ce qu'on pourrait l'appliquer à autre chose chez YesWeDev aujourd'hui? Chez YesWeDev? Ouais, parce que là on parlait, voilà, le codef chez nous, on l'a utilisé, ça fait quoi? 4 mois? 2 mois? À peine, parce que moi ça fait 3 mois que je suis arrivée et j'ai dû assister à un sup, je dirais, classique. Okay. Et du coup après ça a basculé, okay, 3 mois et demi, ça fait 3 mois. C'est très nouveau chez nous, quoi. Ouais. Est-ce que vous voyez justement du codev à d'autres endroits, avec d'autres personnes entre les devs après, hein, quand ils sont bloqués, ou ça peut se... Après, faudrait voir avec eux s'ils sont ok, mais je pense que ça pourrait des fois les aider, quoi, quand ils bloquent sur une problématique. Sur une problématique, par exemple.
Ouais, parce que nous, là, on l'organise, c'est fréquence hebdomadaire, c'est calé, c'est tout le temps la même chose. Mais un codev, par exemple, alors, avec Jérémy, on fait partie d'OpenOpal depuis peu, là, depuis le début de l'année, et on a fait 2 codevs comme ça, mais c'est tous les 1 mois et demi, et puis c'est avec des gens extérieurs à l'entreprise. Et l'idée, c'est de nous remettre en cause en tant que dirigeants, et puis de résoudre des problèmes de l'extérieur. Donc ça, c'est aussi un point intéressant, c'est que ça marche aussi très bien si on ne connaît pas la personne. Ouais. Et donc c'est ça qui est cool. Et du coup, on pourrait organiser ça aussi dans d'autres points, je sais pas, pour résoudre le problème de la machine à café, pour résoudre l'achat de, je sais pas moi, l'achat de nouveaux casques chez YesWeDev. Au final, ça peut être complètement asynchrone, se dire on a un problème, on fait un codev pour le résoudre et terminé, quoi. Okay. Tout à fait, ça peut s'adapter au même titre qu'on l'a fait pour l'intégrer à une réunion sur laquelle on greffe d'autres choses. Je pense que il y a plusieurs manières de le mettre en place, le codev. Il y a ce que nous a expliqué Charline, la manière très structurée, l'essence même du codev, en le millimétrant entre guillemets, mais ça peut aussi se digérer un petit peu et être remis à sa sauce comme on l'a fait dans nos réunions, comme on pourrait le faire dans la vie perso, comme on pourrait le faire sur des thèmes qui tiennent pas forcément à une problématique projet, mais voilà, tu parlais de l'achat des casques, ça peut s'adapter à tout sujet, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est malléable en fait, et ça permet à chacun d'y trouver un petit peu sa place à partir du moment où, encore une fois, je fais écho aux explications de Charline, à partir du moment où l'ensemble des participants sont ouverts, et que le client et les consultants soient prêts à s'impliquer dans le problème, à se mettre à la place du client et à essayer de trouver des axes d'amélioration, mais en étant conscient que ces axes ils vont être challengés tout de suite maintenant, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on sort pas notre vérité au milieu de celle des autres, c'est chacun apporte un petit bout d'idée, et c'est l'ensemble de ces idées qui vont faire une solution qui sera pas forcément la solution vraie, mais qu'il faudra itérer, on le voyait tout à l'heure. Ça va apporter un angle nouveau de vue du projet, du projet, oui, mais de la problématique surtout. Quoi. Ouais. Ok. Je pense que ça génère aussi une bonne cohésion d'équipe, je trouve. Ouais. Toujours dans le cadre où c'est fait, justement, comme on disait, avec sincérité, bienveillance et tout, mais ça génère une cohésion. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais la manière dont on le gère chez nous, c'est que le facilitateur, il change toutes les semaines. Tout à l'heure, j'ai pas précisé ce point-là dans l'historique, mais on n'a pas toujours un facilitateur et quatre auditeurs, entre guillemets, c'est jamais le cas. Et il y a toujours un facilitateur choisi, mais qu'on change toutes les semaines, donc c'est un de nous 5 à chaque fois. Et le facilitateur est remplacé au moment où il a des tensions à évoquer, donc chacun a vraiment l'occasion de sortir toutes ces problématiques et de pouvoir s'impliquer complètement dans la résolution des problématiques. Et ça, c'est un truc assez sympa pour le coup. Moi, je trouve que ça participe beaucoup à la cohésion d'équipe, parce que ça permet à chacun de se mettre à la place de celui qui était là la semaine dernière, qui prenait les notes pour tout le monde. Ça permet vraiment de se mettre dans la peau des autres. Et Mathieu nous demandait comment est-ce qu'on peut améliorer les prochains. Je commence la réponse. Moi, je serais ravi que tu viennes participer à répondre à cette question. Oui, c'est vrai ça, Mathieu. Viens nous voir. Viens nous donner ton avis ou ton idée, peut-être. Alors déjà, je voulais aussi en profiter pour faire un coucou à l'équipe d'Octo, parce que c'est une application qu'on utilise pour préparer nos points hebdomadaires. Et on l'utilise vraiment, et ça nous permet de synchroniser nos réponses à nos questions, parce que les questions et les tensions, on les prépare avant. C'est un point je trouve, tu dis qui est important chez moi, c'est que ça se prépare comme toute réunion, ça se prépare, et c'est important de le faire, quoi. Et donc encore une fois, ça apporte de la structure, mais ça oblige les gens à être structurés. Et tout le monde n'est pas prêt à s'organiser là-dessus. Donc ça, c'est important.
Et voilà, c'est mieux d'avoir un outil qui permet justement d'alléger le rôle du facilitateur. C'est en disant, il a juste à faire suite, et puis son plan, il se déroule. On n'a pas à suivre les 5 points très durs. Voilà, il faut se rappeler à chaque fois. Non, le facilitateur, il va dans l'application qu'on a choisi nous, et puis il enchaîne les étapes, et ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est un support sympa, surtout là du coup comme on est tous chacun chez soi devant son ordi, du coup ça fait quand même un support commun et on voit tous les mêmes choses au même moment et du coup ça fait un point un peu commun à la réunion quoi. C'est Pour détailler un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas Octo, c'est un outil en ligne qui nous permet de préparer des réunions en y apportant des questions et en adaptant les réponses. On peut choisir des questions avec une réponse à choix multiple, un radio à choisir, des questions complètement ouvertes, et c'est la manière dont on structure nos différents points. On a la première question qui nous renvoie vers la checklist de la semaine dernière, et on s'amuse chacun toutes les semaines à changer la manière dont on pose les questions pour être, je pense, les plus bêtes possibles au fur et à mesure des semaines sur la manière dont on pose les questions, mais ça participe aussi à la bonne ambiance de cette réunion, et c'est vrai que l'outil Octo nous permet de faire ça de manière très sympa. Et donc l'idée, c'est que le facilitateur de la semaine prépare sa réunion, et c'est lui qui fait passer la réunion pour les participants. Donc chacun a juste à se connecter sur l'URL de la réunion et on voit tout se dérouler. On a juste à échanger en vocal par-dessus, et c'est assez agréable à utiliser. Je te rejoins, Charles, sur le et du coup j'ai cassé le truc parce qu'on parlait d'amélioration. Oui, pardon. Pour le prochain point, mais désolé, mais du coup, comment point on améliore les prochains? Vous en pensez des points d'amélioration? on va voir, peut-être qu'on va passer sous la demi-heure. Ouais, c'est ça. Non, après, si c'est trop court, c'est que ce sera peut-être pas forcément bien non plus, mais... Ouais, je pense qu'il y a l'indexation de notre fichier bourrin. Je pense qu'au fur et à mesure, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que ça fasse un puits de connaissances, donc il va falloir structurer pour qu'on puisse rechercher dedans. Pour l'instant, voilà, c'est brut parce qu'il nous faut des données pour justement savoir comment on va les structurer. Il y a sûrement un côté... alors nous, on a déjà itéré sur le fait que avant on notait tout, et puis on est passé par ce fichier bourrin. Peut-être qu'on peut itérer aussi là-dessus. On va sûrement changer dans cette idée-là. Peut-être une autre idée, ce serait les points de tension qui correspondent à des clients ou à des projets. Pourquoi pas les partager brut de pomme, soit avec le client, soit avec l'équipe, en disant cette tension, elle est dans notre projet, vous en faites partie, on a envie de vous le partager en toute transparence, et on a trouvé ces points d'amélioration. Est-ce que ça vous dit de participer au prochain point? On pourrait aussi faire ce genre de codev avec des clients, et en se disant que ce soit la suite, quoi. On a fait un point de tension, on a proposé ça, est-ce que vous voulez participer? Et là on en refait un autre, typiquement soit avec l'équipe, soit avec le client. Ça peut être sympa. Et puis après, non, je pense que peut-être des codefs plus spécifiques. Je pense on est en train, entre guillemets, de voir la délibérabilité en ce moment et l'organisation des chefs de projet. Est-ce que c'est pas deux sujets différents, donc deux points différents qui n'ont peut-être pas la même fréquence eux-mêmes au quotidien? Est-ce que tout le monde a besoin d'être là? Je sais pas. Est-ce que vous pensez à d'autres points d'amélioration? C'est déjà pas mal. Concrètement, ça nous donne déjà beaucoup de pistes, mais je me dis que la plupart des axes d'amélioration et des pistes qu'on pourrait avoir à l'avenir, comme pour les premières, souvent elles arrivent pendant ces réunions-là. Souvent quand on termine la réunion, c'est généralement une fois qu'elle est terminée, qu'elle est la plus longue au final. C'est que quand on termine ces réunions, on fait presque un Rex immédiat sur la réunion qui vient de se passer. Et du coup, encore une fois, on va prendre l'exemple du fichier bourrin, mais ce fichier dans lequel on recense nos problématiques et les réponses à ces problématiques, en fait, c'est, je crois, Charles qui l'a évoqué en fin de réunion, qui a dit à chaque fois on trouve des solutions et nulle part on arrive à les retrouver, ces solutions, quoi. Une fois qu'on les a mises en place, elles disparaissent de la surface de la Terre et on ne sait pas où elles sont. Dans le contexte, c'était plus l'inverse. Je trouvais qu'on écrivait plein de choses et que ça servait à personne. Ah, c'est possible. Est-ce que quelqu'un retourne voir est-ce que quelqu'un retourne lire Est-ce qu'on lit les récaps? Est-ce qu'on lit le compte rendu? Est-ce qu'on lit le compte rendu? Effectivement, en discutant chacun, on avait tous des manières un peu différentes
de le lire. Certains le lisaient pas du tout, d'autres le lisaient histoire de se rafraîchir la mémoire, d'autres le lisaient un peu au milieu de la semaine histoire de faire le lien avec la semaine précédente, de voir dans quel sens la semaine avait évolué. Et effectivement, Charles a mentionné, je comprends pas à quoi il sert ce fichier, est-ce qu'on n'arrêterait pas de le faire? Et en discutant, on s'est recentré vers la problématique et la solution proposée, et est-ce qu'on sortirait pas à chaque fois juste problématique solution et on n'en parle plus, le reste des sujets qu'on aborde pendant la réunion, l'ambiance, le détail des tensions et tout ça, on va le mettre de côté, on essaie de synthétiser. Et je pense que c'est notre principal moment d'amélioration, c'est une fois qu'on a fini cette réunion, tout de suite on comprend ce qui a été super bénéfique et ce qui l'aurait pas été complètement, et hop, on change notre fusil d'épaule et on prend notre cap. C'est assez cool ce principe-là. Ajouter une partie indicateur. Donc Mathieu il lance des questions pièges parce qu'il sait qu'on n'a pas la réponse. Me demandez pas lesquelles, il faut pas lui demander non plus. La partie indicateur, ça faisait partie du tuto que Jérémy avait partagé avec nous sur cette réunion de triage. C'était faire le tour des indicateurs clés. Il se trouve que pour l'instant, dans nos réunions, on parle peu d'indicateurs clés et il nous est difficile sur les sujets sur lesquels on échange en tout cas, pour l'instant, de trouver les indicateurs qui seraient pertinents à échanger pendant ces réunions. Donc pour l'instant, pas d'indicateur, mais il est possible que ça voit le jour si l'un de nous a une fulgurance et qu'il se dit un jour celui-là, il faut qu'on en discute pendant la réunion. Il y a Bamzou qui parle d'un problème égale une solution qui amène une personne en charge de mettre en place la solution. C'est exactement ça, sauf que en gros, il y a l'intermédiaire de un problème égale plein de solutions. La personne, le client en choisit une, et forcément après, comme il en choisit une, il y a au moins une personne qui va être en charge de mettre ça. Mais c'est exactement ça. S'il y a personne qui est en charge de mettre en place la solution, il y a de grandes chances qu'elle soit perdue dans l'univers. Au final, on revient un peu au rétro, en fait, après, une fois qu'on a fini le sprint. Oui, c'est ça. La petite rétrospective, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En fait, exactement. Les actions qu'on choisit, et puis un propriétaire pour chaque action à mettre en place pour le sprint d'après. Au final, on est quand même un peu dans ce... c'est l'amélioration continue. Un petit point sur la rétrospective. Oui, tout à fait. Ça. Tout à fait. Un prochain coucou technique sur la rétrospective de sprint, ça peut être... Ça viendra, c'est sûr, c'est dans la to-do. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager? Est-ce qu'on s'arrête là? Non. Est-ce qu'on a d'autres choses à partager, Mathieu, ou est-ce qu'on s'arrête là? Bon, merci tout le monde, merci de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Bisous, bisous. Au revoir. Salut.